Nous allons commencer cette session dans quelques secondes. Voilà, je démarre. Alors, bonjour à vous, chers participants. Bienvenue à ce troisième panel de la journée d'études consacrée à la question du retour de l'État au Sahel. Un séminaire, une journée d'études organisée par l'AFD avec le soutien de la coalition Sahel. Alors, je vois que vous êtes encore assez nombreux après 2 sessions d'hier. Vous savez qu'on est sur la deuxième journée de ce séminaire. Donc hier, vous avez vu un premier panel sur l'histoire des opérations et les leçons, l'histoire et les leçons des opérations de state building du passé. Et puis, il y a un deuxième panel qui portait sur les spécificités de la question de l'État, de la question de la construction étatique, de la formation de l'État au Sahel. Aujourd'hui, on va démarrer ce troisième panel. Alors, je vais vous donner quelques indications avant de passer la parole au modérateur et de démarrer vraiment la session. Tout d'abord, je vous conseille vraiment d'utiliser le navigateur Chrome. C'est ce qui est le plus stable pour regarder tous ces panels sur Livestorm. Les autres navigateurs sont moins stables. Vous pouvez le télécharger normalement gratuitement. Ensuite, à l'issue de l'intervention de nos 5 panélistes, vous pourrez poser des questions. Alors pour ça, vous avez un onglet questions. Vous avez d'abord un onglet chat dans lequel vous pouvez dialoguer, vous présenter et intervenir. Mais pour les questions proprement parlées, utilisez plutôt l'onglet questions. C'est celui-là qu'on ira regarder. Et puis enfin, tout en haut du chat, je vous ai placé une boîte virtuelle dans laquelle il y a quelques documents intéressants, notamment le programme du séminaire, et puis cette terme de référence, et puis quelques documents fournis par les panélistes. Si vous souhaitez vous inscrire pour le 4e panel, vous pourrez trouver ça sur la page agenda du site de l'AFD, de l'Agence française de développement. Voilà, on va démarrer ce troisième panel. Alors, celui-ci porte sur la question de la légitimité des institutions et des acteurs du Sahel, une question qui est vraiment au cœur des difficultés de la reconstruction de l'État. Et pour présenter et modérer ce panel, je vais céder la place à Dominique Darbon. Donc, Dominique Darbon, professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux et directeur du laboratoire Les Afriques dans le monde, le LAM. Dominique, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour aux panélistes en particulier. Et merci de m'avoir invité à modérer ce panel particulièrement intéressant qui va donc porter sur les acteurs légitimes et le contrat social, comment favoriser la consolidation de la légitimité de l'État dans des situations de fragilité. Grâce aux analyses des panels précédents, nous savons que le défi est de taille et appelle la modestie au moins pour 3 raisons. D'abord parce que cette question de la légitimité de l'État, c'est une vieille question, une question ancienne. Et lorsqu'on se replonge dans les littératures, on retrouve des travaux dès les années 50. Et c'est une question centrale. Comment renforcer la légitimité d'État qui semble ne pas réussir à fonctionner? Ensuite, parce que travailler sur cette question, c'est aussi travailler sur quelque chose d'extrêmement compliqué. La Constitution, nous savons que le contrat social ne se décrète pas. On ne crée pas des allégeances de manière automatique. Il faut que les individus à la fois transfèrent leur accord à une organisation auquel ils vont devoir leur obéissance et en même temps qu'ils acceptent de participer à une communauté d'intérêts. Donc, est-ce qu'on va créer des citoyens? Est-ce que les individus sont prêts à être à la fois soumis aux mêmes règles et à la même autorité? Et l'autre raison pour laquelle c'est assez compliqué, c'est finalement parce qu'il n'y a pas de modèle alternatif. On l'a déjà vu avec les panels d'hier. On a des idées, on a des solutions, on a des mesures éventuellement, mais en gros, on ne sait pas faire. Alors le panel aujourd'hui va partir justement sur ces bases de complexité et va se poser en fait 3 grands types de questions. D'abord la question de l'État, sur lesquelles on est déjà largement revenu au cours des 2 premiers panels, et de sa légitimité. Peut-on encore parler d'un État légitime lorsqu'on a affaire à un État qui est à la fois inefficace, démembré, corrompu, et qui est concurrencé par ailleurs par un ensemble d'autres entreprises de domination
menée par des leaders de tout poil, des leaders religieux, des leaders djihadistes, islamistes, communautaires, des big men, des politiciens, qui ne cessent de le remettre en cause. Y a-t-il toujours besoin d'État? Sur quelle envie ce besoin d'État repose-t-il? Et quelles sont les bases de la légitimité des croyances qui amènent à vouloir constituer un État? Donc, c'est une première question qui va être adressée par le panel. La deuxième question, c'est une question redoutable, celle de la légitimité. En gros, savoir ce en quoi et en qui les individus sont prêts à obéir et pourquoi. Donc la question qui va se poser, et auquel les panélistes sont appelés à répondre aujourd'hui, c'est pourquoi l'État formel, en dépit de toutes ses faiblesses, incapacité, dévoiement, corruption, etc., est-il toujours désiré par les individus, en tout cas semble-t-il, dans les enquêtes qu'ils vont nous présenter? Qu'est-ce qui fonde cette légitimité? Y a-t-il un lien entre les services publics et les biens qui sont produits, leur qualité, leur quantité, leur nature, et le niveau de légitimité de l'État? Et inversement, y a-t-il un lien entre la privatisation des services, dont on a beaucoup parlé hier notamment, et la perte de légitimité ou la légitimité de l'État? Enfin, dernière question, c'est celle de la citoyenneté. Il ne peut pas y avoir d'État s'il n'y a pas de citoyens. Il ne peut pas y avoir de processus de légitimité verticale sans un processus de légitimité horizontale. Y a-t-il une communauté d'intérêts parmi les individus qui constituent les citoyens de ces États et qui sont éclatés, on l'a déjà vu, mais on va le revoir, en une multitude de groupes territorialisés, différenciés par la religion, l'ethnie, etc. Et y a-t-il en fait une volonté de vivre ensemble commune? Pour répondre à ces différentes questions, nous avons donc 5 panélistes répartis en 4 blocs, si j'ose dire. C'est un panel qui est extrêmement internationalisé et qui est fondé sur des approches très comparatives, ce qui va sans doute être un des éléments d'intérêt de ce panel. Sans plus tarder, je vais passer directement la parole à la première intervenante, Virginie Baudet, du CIPRI, pour nous parler du retour sur les perceptions des populations au Mali. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Dominique, merci Élodie. Donc effectivement, je vais évoquer l'État à travers les perceptions des populations, essentiellement dans le centre du Mali. Donc le constat d'échec de l'État au Mali et la dégradation continue de la situation inquiète, et cela est d'autant plus inquiétant que les initiatives sont nombreuses, et en dépit de toutes ces initiatives, cela n'a pas empêché le débordement dans la zone du Liptako-Gourma. Donc, cette situation, elle accroît la vulnérabilité des populations. Et lorsque l'État est absent ou lorsqu'il est incapable d'assumer l'essentiel de ses fonctions, cela conduit les populations à se tourner vers d'autres fournisseurs de services, comme par exemple les autorités traditionnelles, des ONG, des groupes armés non étatiques, des groupes religieux, que ce soit pour organiser elles-mêmes les conditions de leur propre sécurité ou pallier les carences de l'État dans la délivrance de services publics de base, y compris la santé, l'éducation et la justice. Donc à CIPRI, nous travaillons dans le cadre d'un projet qui est financé par l'Union européenne en appui au PSIRC, au plan de sécurisation intégré des régions du centre du Mali. Et nous menons tous les 3 mois des enquêtes de perception auprès d'un échantillon représentatif de 1800 ménages. Nous en sommes à la 8e enquête depuis 2018, conduite en collaboration avec notre partenaire local Point Sud. Et nous avons établi une série d'indicateurs qui sont relatifs à la gouvernance, à la sécurité, au développement socio-économique. Et donc, nous interrogeons ces populations sur la présence des institutions, sur les services publics dans leur localité, leur satisfaction, les problèmes qu'ils rencontrent, etc. Et parallèlement à ces enquêtes quantitatives, nous avons aussi des enquêtes qui sont qualitatives, mais sur des sujets qui peuvent être les jeunes, les autorités traditionnelles, les migrations. Et nous avons aussi mené une enquête plus vaste dans les 10 régions du Mali sur les questions de sécurité, justice, prévention de l'extrémisme violent. Donc, je base mon intervention un peu sur les résultats que nous obtenons dans ces différentes enquêtes. Donc, je vais d'abord parler du dénuement de l'État et de la privatisation informelle de ses services à travers les exemples de la sécurité et de la justice, avant de voir comment cet État qui est menacé, qui est contesté, continue néanmoins d'être attendu par les populations. Donc, au Mali, et plus particulièrement au centre du Mali, la question, me semble-t-il, c'est pas seulement de savoir comment faire revenir l'État, mais aussi de comprendre comment sont assurés ou pas les services étatiques dans un contexte qui est marqué par une très forte insécurité.
La présence de l'État au Mali, elle n'a jamais été entièrement assurée sur tout le territoire. Les rébellions du Nord, en particulier, ont exprimé ce besoin d'État, une demande de prise en compte des aspirations de populations plutôt périphériques. Donc, il est difficile d'affirmer que l'État est absent, puisque la présence de l'État se manifeste autant par la présence d'un détachement de soldats qu'une école, un centre de santé ou un agent des eaux et forêts, ce que Jean-Pierre-Olivier de Sardan appelait hier les signes extérieurs de l'État. En revanche, la présence de l'État ne veut pas dire que le service est délivré, que s'il est délivré, il est efficace, que les agents jouent leur rôle, que les populations sont satisfaites du service qui est rendu. Donc, il faut donc questionner le fonctionnement réel des institutions étatiques, qui est parfois éloigné des objectifs et des attentes des populations, et regarder aussi donc, les arrangements qui permettent de délivrer un service. Par exemple, il n'est pas rare d'entendre que le bâtiment est là, mais le détachement de gendarmerie n'est toujours pas déployé après des mois, ou à l'inverse, que le toit de la mairie s'est effondré et que les services ne peuvent plus être assurés dans de bonnes conditions. Donc, il y a une misère certaine des services étatiques. Et lorsque les services ne sont pas fonctionnels, les populations, elles vont organiser elles-mêmes avec des acteurs multiples autour de normes plus ou moins stabilisées pour pallier les défaillances de l'État. Donc, on peut aussi parler de co-délivrance de services publics. Alors, l'État malien, c'est un État qui ne dispose plus du monopole de la violence physique légitime et qui ne dispose plus non plus du monopole de la délivrance des services publics. Dans ce cas, on peut parler d'une privatisation informelle des services de l'État, mais qui est aussi, dans un certain sens, institutionnalisée. Et c'est cette privatisation qui permet quand même une délivrance des services. La sécurité au Mali, c'est sans doute le secteur le plus défaillant dans la mesure où l'armée. Alors, on a perdu notre intervenante. Oui, désolée. Voilà, c'est bon, tu es reconnectée. Je te laisse la parole. Désolée. Donc, je disais que les populations, elles se tournent vers des prestataires qui sont non étatiques, y compris des milices et des groupes armés pour assurer leur propre sécurité. Parmi les acteurs sécuritaires, les plus présents sont les groupes d'autodéfense dans 56% des localités où l'on enquête. Puis la gendarmerie, la garde nationale, les FAMA et ensuite la police. Donc, quand je parle des groupes d'autodéfense ici, je parle des groupes locaux qui sont ancrés dans leur localité. C'est-à-dire qu'on peut considérer comme les polices rurales ou les groupes d'autodéfense villageois, les brigades de jeunes. Ça comprend aussi les DOSO dans la mesure où ils sont régulièrement cités par les populations. Donc, ces groupes d'autodéfense sont les plus nombreux et ils assurent au quotidien la sécurité des populations. Ils protègent les populations et le bétail et en retour, les populations se cotisent pour assurer leur subsistance. Et dans certaines localités, les populations évoquent même un partage des tâches, c'est-à-dire que les FDS sont présents et patrouillent la journée ou le soir quand ils rentrent à leur base. Ce sont des groupes d'autodéfense qui prennent la relève, qui établissent des checkpoints à l'entrée et à la sortie des villages. Les FDS patrouillent essentiellement dans les zones urbaines et surtout les jours de foire, mais sont quand même peu visibles dans les zones rurales et les populations se plaignent énormément du manque de réaction en cas d'attaque. Et les populations, évidemment, craignent les attaques et les groupes djihadistes. Et dans cette lutte, les populations continuent de faire confiance à l'armée et beaucoup, et très peu même, aux forces internationales. Quand les enquêtés se sentent menacés par les forces, ils évoquent d'abord la corruption des FAMA, la corruption de la gendarmerie, surtout la corruption. Ils parlent du comportement hors la loi des groupes d'autodéfense, mais aussi de la violence des groupes armés. Alors, la privatisation, elle pose à terme aussi l'avenir de ces groupes locaux. C'est-à-dire que les gens du village, ils voient un moyen de rendre service. Ça leur a permis de retrouver un rôle social, de ne pas apparaître simplement comme chômeurs dans la communauté. Mais évidemment, leur réintégration, elle va supposer des politiques qui soient ciblées sur l'économie, et en particulier sur les jeunes. En fait, partout, l'État a des représentants officiels. On va parler des gouverneurs, on va parler des préfets, des sous-préfets, mais la présence de l'État, elle est évidemment variable et aux faiblesses structurelles s'ajoute aujourd'hui l'insécurité. Par exemple, dans nos enquêtes, on s'aperçoit que les maires beaucoup de maires sont absents, ils résident dans les chefs-lieux, ils ne vont se déplacer dans les communes et les villages que le jour de la foire. Les préfets et les sous-préfets sont parfois repliés dans les agglomérations, dans une capitale régionale, et dans ce cas,
Ce sont les autorités traditionnelles et coutumières qui vont assurer la gestion quotidienne des populations. Et donc, elles vont bénéficier de ce fait d'une confiance très importante. Ce sont vraiment les figures dominantes du pouvoir local. Et la présence des autorités, elle varie aussi dans le temps. On a remarqué un redéploiement des autorités en mars 2020, juste avant les élections législatives, ce qui démontre aussi que la force de la décision politique. Le niveau reste depuis assez élevé, mais surtout dans la région de Ségou, et cela dépend aussi de l'insécurité du cercle. Les relations entre les populations et les autorités locales varient selon les qualités, mais elles sont généralement plutôt bonnes. Les populations ont une bonne appréciation du travail qui est effectué par les maires et leurs conseillers, donc ça montre aussi que l'État peut se construire par le bas. Mais ces bonnes relations n'empêchent pas les populations de se sentir abandonnées par l'État. Par exemple, l'établissement de papier d'état civil doit se faire au chef-lieu de région. Et certains déplacements sont devenus très difficiles du fait de l'état des routes ou de l'insécurité. Donc, les populations peuvent se sentir délaissées ou vraiment isolées. Donc, les populations, elles font confiance aux chefs coutumiers à plus de 90%, que ce soit chef de village, chef de quartier, chef religieux, à plus de 80% aux maires et aux conseillers municipaux dans les zones que l'on enquête. Mais si les populations font confiance aux autorités coutumières, elles se déclarent non satisfaites à plus de 60% du service rendu. C'est-à-dire qu'elles considèrent que l'État ne donne pas les moyens à ces autorités d'agir. Et la chefferie traditionnelle, elle n'a pas le pouvoir en soi de délivrer un service. Son rôle, c'est plutôt un rôle de concertation, de coordination, de médiation ou même de blocage, évidemment. Mais la chefferie ou les autorités ne délivrent pas de biens. Alors, la présence d'un service, ça ne veut pas dire qu'il est fonctionnel, ni qu'il réponde aux besoins des populations. Et ça, c'est particulièrement vrai pour la justice. La justice étatique, elle est considérée comme corrompue, en plus du coût de la langue et de l'éloignement. En cas de conflit mineur, les populations disent d'abord se tourner vers les chefs de quartier de village, puis vers la famille. En cas de crime grave, les populations disent se tourner d'abord vers le chef de quartier, puis vers la gendarmerie ou la police. En cas de conflit avec les autorités liés aux ressources naturelles, les populations vont se tourner en priorité toujours vers le chef de village, puis vers les autorités traditionnelles. Il y a aussi certains groupes d'autodéfense comme les Dozo qui assurent une forme de justice populaire. Il y a un an, quand on enquêtait dans nos villages, les populations étaient plutôt positifs envers cette forme de justice, la trouvant plus adaptée ou plus rapide. Mais aujourd'hui, le côté expéditif est souvent critiqué par les populations. Alors, le système coutumier, il est considéré comme étant le système le plus impartial. En second vient le système religieux et en troisième, le système étatique. Si on désagrège des données, on peut remarquer des différences. Au niveau régional, c'est la justice coutumière. Pour les plus de 35 ans, c'est la justice coutumière qui est plus impartiale à 56%. Pour les moins de 35 ans, ça l'est aussi, mais à 46%. Les hommes, à 54%, considèrent aussi que c'est le système coutumier. Les femmes, à 46%. Mais en revanche, quand on parle des communes urbaines, les enquêtés dans les communes urbaines pensent que c'est le système étatique qui est le plus impartial, à 40%, contre 11% dans les zones rurales. Donc, on voit aussi que ça dépend de la présence ou non du service dans les localités. Donc, je disais, c'est un État qui est menacé, c'est-à-dire que les violences sont directement dirigées contre les populations civiles, les autorités locales, les serviteurs de l'État. Les groupes armés s'attaquent aux symboles de l'État en enlevant ou tuant les autorités traditionnelles qui sont suspectées de collaborer avec l'État. C'est un État qui est aussi contesté, c'est-à-dire que les populations pensent très majoritairement que l'État malien ne traite pas tous les citoyens avec respect et dignité, ne traite pas les citoyens avec égalité et ne fournit pas de services équitables. Mais l'État reste attendu, c'est-à-dire que le recours aux acteurs sécuritaires semble davantage obéir à une logique de protection, dans cet instant avec une grande insécurité, mais c'est plus qu'un rejet des forces maliennes qui continuent de bénéficier de la confiance des populations, et ce, en dépit des exactions qui peuvent être commises. Donc, ce sont les défaillances de l'État qui poussent les populations à trouver des solutions alternatives. Les approches exclusivement sécuritaires ne remportent pas l'adhésion des populations qui attendent avant tout la délivrance de services. Oui, la lutte contre le djihadisme est une politique jugée prioritaire, mais aussi la lutte contre la corruption et la lutte contre le chômage.
quand on interroge les populations sur les types de menaces qu'ils considèrent comme les plus importantes, en premier est citée l'insécurité alimentaire à plus de 90% et en deuxième, l'absence d'opportunités économiques à 80%. Et viennent ensuite la présence des groupes djihadistes, la circulation des armes. Donc, ce sont des mesures concrètes qui sont aussi attendues dans ces domaines. Et on peut ajouter à cela que les projets de développement qui jouent un rôle très important, assumant certaines fonctions étatiques ou rémunérant aussi des acteurs locaux, ont aujourd'hui quitté des zones du fait de l'insécurité et cela pèse énormément sur les populations qui parlent souvent du manque de ressources dû à l'arrêt des activités génératrices de revenus. Donc, l'État continue d'agir comme un référent et les populations font davantage confiance à ses représentants locaux qu'aux autorités nationales. Lorsqu'on enquête dans les villages, 49% des personnes interrogées déclarent ne pas faire confiance aux responsables politiques nationaux, ni aux partis politiques à plus de 55%, ni aux députés. En revanche, si on pose la question pour les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les élus locaux, les populations leur font confiance à plus de 60%, voire 75% pour les préfets et les sous-préfets. Et évidemment, c'est au-delà de 90 ou 95% pour les chefs religieux et les chefs coutumiers. La confiance, elle semble aussi avoir partie liée avec l'éloignement des acteurs et la perception de leur corruption. Les acteurs considérés comme les plus corrompus sont le président de la République, les membres du gouvernement, les députés, la police, les juges et les magistrats, les agents des douanes, les agents des impôts. En revanche, les gouverneurs, préfets, sous-préfets semblent moins concernés par ce phénomène de corruption dans les perceptions des populations. Alors, en conclusion, je dirais que les principaux facteurs de conflit et d'instabilité sont nés de la faible présence de l'État, mais surtout de ses défaillances. La situation est évidemment très différente d'une région à l'autre ou d'une localité à l'autre. Un autre aspect saillant est que les interventions ont traité du Nord, puis ont traité du Centre, mais il est peu fait état d'une stratégie pays qui tienne compte de toutes les réalités régionales. Nos études, elles montrent que la lutte contre l'extrémisme demande la mise en œuvre de stratégies de développement qui ciblent les besoins prioritaires des populations et notamment les populations périphériques. L'État doit prendre en compte toutes ces dynamiques locales, mais l'échec des réformes ne vient pas forcément du manque de décision politique, mais peut-être aussi d'un manque de conception, de mise en œuvre ou d'inadaptation aux contextes locaux. Et les effets pervers et les échecs ont alors des effets terribles sur les populations. Je vous remercie. Merci beaucoup Virginie pour cet exposé tout à fait intéressant qui rappelle un certain nombre de qualificatifs des États. On parlait à une époque des États à géométrie variable ou archipélagique. Donc un État qui apparaît, qui disparaît, qui se différencie en fonction de ses prestations, en fonction des attentes et des représentations de la population, ou même de son emprise territoriale et sociale. Donc c'est une question qu'il faudra se poser, savoir si cette légitimité doit être différenciée ou doit être uniforme. C'est une question d'ailleurs qu'on va retrouver très rapidement avec l'exposé de Alif McCulloch et Antoine Lacroix de ODI qui vont nous présenter qui plus est des enquêtes de longue durée aussi et des comparatives Asie-Afrique. Et je vous donne tout de suite la parole pour 12 minutes. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'AFD de nous avoir invité à présenter les résultats de notre étude aujourd'hui. Donc, nous allons présenter une synthèse des travaux de recherche du programme SLR6 sur le thème de la légitimité de l'État. Alors, je vais commencer par vous présenter le programme SLR6 avant de résumer les conclusions des enquêtes quantitatives issues des différentes enquêtes panel. Je laisserai ensuite Aoife McCulloch nous présenter les cas d'études qu'elle a pu mener au Népal et au Pakistan. Donc, pour commencer, le Secure Livelihood Research Consortium, donc SLRC, est un programme de recherche international qui s'est déroulé dans 8 pays principaux de 2011 à 2018. SLRC avait pour but de décrire la délivrance des services publics de base et des prestations sociales dans les zones de conflit ou les zones ayant récemment connu un conflit. Donc, le projet a été financé par UKAID, donc anciennement DFID, faisant maintenant partie du Foreign Office, avec des financements complémentaires d'IRISH-AID et de la Commission européenne. Donc, la direction du programme a quant à elle été confiée à l'Overseas Development Institute.
Donc le programme s'est divisé en 2 phases. La première phase, qui s'est déroulée de 2011 à 2017, a consisté en de larges enquêtes panel, donc qui ont été menées 2 fois au Sri Lanka et en RDC et 3 fois au Pakistan, au Népal, ainsi qu'en Ouganda. Donc les enquêtes ont uniquement été conduites dans certaines régions de ces pays, donc ayant été en proie à des conflits, et sont représentatives au niveau régional. Dans un deuxième temps, des enquêtes qualitatives approfondies ont été menées au Sri Lanka, au Pakistan et au Népal, avec pour objectif de mieux comprendre les résultats des enquêtes panel de la phase 1. Donc les conclusions du rapport présenté ici se reposent essentiellement sur les cas d'études effectués dans ces 3 pays, donc Sri Lanka, Pakistan et Népal. Donc afin d'interpréter les conclusions de celui-ci, il convient de noter les spécificités non seulement des pays concernés, mais aussi et surtout des régions choisies. Ce sont essentiellement des régions connaissant de fortes tensions ethniques, profondément clientélaires, mais où l'État, bien que faible, n'est pas absent. On peut toujours y observer l'influence d'un État central. Donc tous ces critères vont fortement influencer le processus de négociation de la légitimité. Donc le programme SLRC a été organisé autour de 3 grands thèmes de recherche. Le premier thème de recherche est chercher à mieux comprendre comment supporter les populations sans mettre en conflit. Le deuxième avait pour but de chercher comment renforcer la délivrance des services publics de base et des prestations sociales dans les zones de conflit. Et enfin, le dernier thème de recherche, celui qui nous intéresse aujourd'hui, chercher à établir le soutien aux services, à la protection sociale et aux moyens de subsistance aide vraiment à la construction de l'État. Donc je vais revenir brièvement sur le contexte politique de l'étude, afin d'expliquer son manque d'approche. La relation qu'il peut y avoir entre les services publics et la légitimité de l'État est une question qui intéressait donc beaucoup d'IFID, compte tenu des investissements effectués dans les programmes de consolidation des services. Donc en effet, comme on l'a pu entendre depuis le début de la conférence, la pensée dominante dans le monde du développement international quand le programme a été conçu était que le manque de légitimité était un facteur de fragilité, et donc reconstruire cette légitimité dans les États fragiles est donc devenu une priorité afin de supporter la stabilité régionale des zones de conflit. Donc cette approche transactionnelle de l'État, influencée par l'idéal de l'État weberien, a débouché sur des interventions, on l'a vu hier, essentiellement techniques, se concentrant principalement sur l'enforcement des fonctions de l'État. Donc cette vision s'oppose à une vision plus constructiviste, selon laquelle la légitimité repose sur les convictions que peuvent avoir les citoyens quant à la source de l'autorité. Donc ces convictions reposent sur des normes ou des valeurs historiquement construites. Et dans le contexte du Mali, une approche transactionnelle se concentrera sur le renforcement des fonctions de l'État, quand une approche constructiviste cherchera donc d'autre part à analyser la fragilité de l'État par rapport à la contestation de l'État séculaire. Donc afin de vérifier si la perception des services influence la perception de la légitimité de l'État, de larges enquêtes panel ont été menées afin de mesurer une corrélation entre les deux. Donc, je parlais bien ici de corrélation car les résultats ne sont pas issus d'une enquête randomisée, mais bel et bien d'enquêtes cherchant à décrire comment les services publics existants sont perçus par les populations d'une région donnée. Donc pour les 2 premières séries de l'enquête, le questionnaire ne capturait pas la légitimité de l'État, mais seulement la perception du gouvernement local et national, donc en se calquant sur ce qui a pu être fait lors de l'étude randomisée du programme de solidarité nationale en Afghanistan. Donc des analyses ont été effectuées, comme on peut le voir sur la diapo, afin d'étudier si la perception de la qualité des services était significativement corrélé avec une meilleure perception du gouvernement local et national. Donc, les coefficients pesant une étoile sont significatifs, un seuil de 10%, 2 étoiles 5% et 3 étoiles 1%. Donc, on peut voir qu'au seuil de 5% de significativité, un seuil de confiance raisonnable, la qualité des soins est à pouvoir augmenter la probabilité que les personnes interrogées pensent que le gouvernement local se préoccupe du sort des populations en Ouganda, ainsi que la probabilité que les gens pensent que les décisions du gouvernement reflètent les priorités des citoyens au Sri Lanka. Et pour la 3e série de l'enquête panel, un indicateur mesurant la légitimité de l'État a pu être construit en se basant sur un module de questions supplémentaires. Donc cette dernière série d'enquêtes n'a été mise en œuvre que dans 3 pays, le Népal, l'Ouganda et le Pakistan. Et les régressions linéaires ont été estimées
afin d'étudier donc les facteurs corrélés avec cette légitimité. Donc, on peut voir sur la diapo que la qualité des soins est apparue fortement corrélée avec une perception de légitimité plus élevée au Pakistan. La perception de la qualité de l'éducation primaire est quant à elle apparue fortement corrélée avec une légitimité plus haute en Ouganda. Et la qualité de l'eau, elle, était corrélée avec une meilleure légitimité au Népal uniquement. Enfin, une fréquence élevée de problèmes dans l'utilisation des services de base était fortement corrélée avec une légitimité plus basse en Ouganda et au Pakistan. Donc, on peut le voir, la perception de certains services est donc bien corrélée avec la perception de la légitimité de l'État, mais aucune tendance claire ne semble se dessiner. Donc, en conclusion, avec cette nouvelle mesure de légitimité, nous avons été capables de mesurer une relation plus forte avec la perception de certains services, mais avec la perception de la légitimité, mais cette relation n'était en moins pas garantie. Donc, si la perception des services semble influencer la construction de la légitimité, l'usage de méthodes quantitatives ne permet pas à elle seule d'expliquer pourquoi les résultats diffèrent d'un contexte à l'autre. Donc, c'est pourquoi IFA a mené des enquêtes qualitatives dans les 3 pays mentionnés qu'elle va vous présenter à présent. Ouais, IFA. Merci Antoine. Donc, afin de répondre à ces questions et d'explorer plus en détail comment les gens évaluent l'État, nous avons décidé d'étudier 2 cas d'études, un au Népal et l'autre au Pakistan. Les régions d'études ont été choisies parmi celles ayant fait partie de l'enquête structurée de la première phase du programme et ayant connu des épisodes d'insurrection ou de conflit. Donc, c'était des régions de Bardia et d'Anusha au Népal et le Valais de Swat dans la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan. Il a été demandé aux interlocuteurs de raconter une expérience illustrant les interactions qu'ils peuvent entretenir avec l'administration ou alors illustrant leur usage des services publics. Nous avons trouvé que les services essentiels ne reflètent qu'une seule facette de la relation entre la population et les institutions étatiques. Les expériences rapportées allaient de l'accès aux services essentiels à la qualité des routes, en passant par la délivrance des documents administratifs tels que le certificat de naissance ou l'obtention d'un dédommagement pour la destruction de leur propriété pendant la période du conflit. En racontant ces histoires, les personnes interrogées se sont essentiellement focalisées sur la qualité des interactions qu'ils ont pu avoir avec les agents de l'État. Les histoires reportées relataient souvent des expériences de discrimination ou de manque de respect. Au Népal, ces expériences traduisaient principalement des discriminations contre le groupe ethnique d'appartenance de la personne interrogée. Donc, plutôt qu'évaluer l'État sur une base individuelle, les personnes interrogées le jugeaient sur la base des relations que pouvait avoir le groupe ethnique d'appartenance avec les institutions et des bénéfices que les membres du groupe tiraient des services publics. Dans cette recherche qualitative, nous avons aussi pu explorer les processus de délégitimation afin d'identifier les enjeux pouvant expliquer les mouvements de protestation. Au Népal, un groupe ethnique s'appelant les Madasi a ainsi exigé la création d'une province autonome, des changements dans leur représentation dans les institutions de l'État, ainsi qu'un accès simplifié à la citoyenneté. Malgré le fait que la qualité des services soit très faible au Népal, aucune mention n'y a été faite dans leurs exigences. Donc, ces données nous enseignent que ce qui influence surtout l'évaluation de l'État est la perception de la façon avec laquelle l'individu ou le groupe va être traité par rapport aux autres et de l'interprétation de ce traitement par rapport à leur identité. Conclusion de l'enquête qualitative. 1.
la légitimité de l'État n'est pas une addition équilibrée de revendications satisfaites. 2. Les fonctions de l'État influencent sur le processus de négociation de la légitimité sont essentiellement celles liées au droit politique et non celles en relation avec les services essentiels tels que l'éducation, l'accès aux soins ou à l'eau potable. En même temps, il est possible qu'un service puisse influencer les perceptions de la légitimité de l'État si ce service a acquis un statut symbolique, surtout si ce symbolisme cristallise les convictions profondes des citoyens quant à la source d'autorité. Notre recommandation pour les bailleurs de fonds, c'est donc, supporter les services, c'est très important pour beaucoup de raisons, mais pour savoir si ça a influé sur un retour de la légitimité de l'État, il convient d'identifier au préalable quelles fonctions étatiques recouvrent une signification symbolique pouvant impacter le processus de négociation de la légitimité. Notre recherche, c'était basé sur 10 ans de recherche. Donc, ici, c'est seulement un petit aperçu sur les données que peut-être sont intéressantes pour Mali, mais il y a beaucoup de rapports sur le website de SLRC. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est terminé. Donc là encore, c'est une analyse particulièrement intéressante, fondée aussi sur des analyses de longue durée, donc qui permettent d'avoir une stabilité des résultats, aussi bien quantitatifs que qualitatifs, et qui nous montrent la complexité de la légitimité. Contrairement à ce qu'on pense très souvent, la légitimité, ce n'est pas simplement lié à la prestation, c'est-à-dire au produit réalisé. Le output legitimacy, c'est aussi lié à ces effets de représentation, de croyance, et puis à des effets aussi de respect de la parole donnée, ce qu'on appelle le input legitimacy, donc quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui touche à la définition même de la notion de domination. Et c'est, je pense aussi, un thème qui va être abordé par notre troisième intervenant, Monsieur Moussasso, de l'Institut des sciences humaines de Bamako. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez prendre la parole? Oui. L'intervenante précédente a parlé de 10 ans de recherche. Je voulais quand même, dès le début, dire que nous sommes au début de nos recherches, Julien Gavel et moi, et nous n'avons pas beaucoup de prétentions quant aux conclusions ou aux recommandations qu'on pourrait faire. En fait, je vais surtout faire de la description et je pense que ces éléments de description apporteront quelque chose à la réflexion sur les questions posées. Alors, Madame Boudis, je crois, Madame qui est intervenue avant, a précisé qu'elle intervenait surtout dans le Gourmand. Et je pense que ça tombe bien parce que nous, on a travaillé surtout aux alentours de Moptich, c'est-à-dire précisément dans le pays de Gon, bien sûr, mais aussi dans la zone de Téninkou, aux abords de la ville de Guinée et dans les territoires du Djaka, etc. Et nous avons consacré peu de temps aux recherches. Voilà, donc, c'est avec beaucoup de modestie que je suis honoré de parler devant vous. Alors, la deuxième précision que je voulais apporter dès l'entame de cet exposé, c'est que les notions de chasseur ou de donso, comme on dit ici au Mali, et les notions de djihadistes sont très, très compliquées. En fait, ça varie
en fonction des interlocuteurs et personnellement, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que ça recouvre. Par exemple, lorsque vous prévenez Dana Amasagu, qui est la milice des chasseurs principale et qui agit dans le pays de Gon, la notion de Donso est très complexe. Il y a certes un noyau de chasseurs, mais s'agrège à ce noyau de chasseurs beaucoup d'associations de jeunes. Et en fait, je pense que c'est des organisations contemporaines qui sont issues de la rencontre des pratiques déjà anciennes d'autodéfense des mondes locaux et des nécessités d'autodéfense plus renforcées sous l'effet de l'arrivée d'organisations djihadistes dans la région. Je pense que c'est surtout ça et il ne faut pas avoir une lecture surestimée de la notion de chasseurs, etc. C'est des organisations paramilitaires très contemporaines et qui ont bénéficié à des moments ponctuels de l'aide, n'est-ce pas, de l'armée nationale. Ensuite, bon, pour les djihadistes dans la région, les populations vous diront, bon, c'est les Peuls. Bon, évidemment, cette notion est beaucoup plus feuilletée que cela. C'est des groupes à l'origine qui ont une base religieuse, mais c'est agrégé à tout ça beaucoup d'associations, beaucoup de groupes sociaux, beaucoup de cadets sociaux en rupture de banc, beaucoup de populations en fait déclassées qui avaient un statut élevé dans la zone inondée et qui se sont trouvés déclassés pour des raisons diverses. Et ceci est décrit dans la littérature des anthropologues parfois. Il y a eu des études qui ont montré cela de façon très évidente. Donc, je parlerai pour notre propos. Nous allons parler de la gouvernance des groupes armés dans les territoires en situation d'insécurité. Une des collègues a abordé cette question dans le mouvement et il a très bien fait. J'apporte seulement quelques éléments. Je pense qu'il en a été question dans les diverses littératures consacrées à la région, mais je pense que je voulais rafraîchir un peu ce qui a été dit. Alors, on constate que les deux types de structures ont les mêmes pratiques. D'abord, la première pratique, c'est de rassurer les populations, leur dire qu'on est des groupes structurés, armés, capables de vous défendre et que par rapport à vos problèmes de défense, vous pouvez nous accorder votre légitimité. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là et le temps ne permet pas de détailler. La deuxième chose, c'est, comme l'a dit notre collègue, c'est des prestations de services. Bon, mais je dois préciser que dans ce que j'ai vu, aussi bien dans la zone inondée que dans la zone exondée, en tout cas, la zone exondée, j'ai fait très peu de recherches, mais j'avais beaucoup de gens sur le terrain. Ce qu'on m'a rapporté, c'est que c'est encore rudimentaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'alternative ou de gouvernance très différenciée des gouvernances de l'État au point qu'elle pourrait remplacer celle-là. Je pense que nous sommes au début du processus de gouvernance, si on peut admettre ce terme-là. Et donc, la première caractéristique, c'est ça, c'est de s'afficher comme force de protection. La deuxième, les prestations de services sont minimales. Et que vous avez le fait, par exemple, qu'on
qu'on encourage les médersa, le développement des médersa. Vous avez le fait que les structures de santé sont épargnées, n'est-ce pas? Jusqu'à une date récente, ça commence à changer. Vous avez aussi que la justice est rendue à travers notamment les questions de dette, n'est-ce pas? Lorsque les dettes ne sont pas payées, les populations peuvent recourir aux djihadistes. Bon, vous avez bien sûr des prestations en termes d'éducation religieuse, etc., etc. Voilà. Donc, je pense que ces prestations de services, entre guillemets, sont transversales et qu'elles concourent, en tout cas, à installer une sorte de légitimité de ces groupes-là vis-à-vis des populations. Mais j'ai trouvé que dans la zone du Warou, dans la zone de Tenefou, le lien entre les groupes armés, les groupes djihadistes et les populations sont des liens très, très hachés à cause des reconquêtes fréquentes de l'armée. Et tout cela n'est pas stabilisé. Il y a un effet palimpseste qui fait que ce que les groupes font elles le font dans un éternel recommencement. Donc moi, j'hésite pour l'instant à parler de gouvernance alternative ou de gouvernance supplétive. Je pense qu'il y a un minimum d'implantation de ces groupes-là dans les populations, mais les populations sont dans une logique classique. Elles attendent le retour de l'État et une moindre présence des groupes djihadistes. Dans la zone exondée, bon, je pense que le rapport de Dana Amarsagou avec les populations est beaucoup plus fort. Il y a des prestations de services. J'ai vu, on m'a rapporté par exemple que Dana Amarsagou faisait le marché des femmes pour leur éviter des désagréments sur le plan sécuritaire, etc. Bon, mais tout cela me paraît pour l'instant trivial par rapport à ce qui est attendu vraiment d'une administration, d'une gouvernance digne de ce nom. Voilà. Donc, je vais maintenant aborder le rapport aux populations. J'avais oublié de signaler que les djihadistes extorquent beaucoup de ressources aux populations et que ce genre de pratique, en fait, était aussi une forme de légitimation, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on reconnaisse par là leur autorité, qu'ils voulaient par là qu'il y ait un trésor de guerre qui se constitue. Voilà, j'ai déjà 10 minutes, donc je vais aller vite. Donc, la troisième dimension, c'est le rapport aux populations, notamment à ce que le rapport à ce qu'on appelle les légitimités traditionnelles. Alors, quand j'ai parlé de centre, vraiment, jusqu'ici, je me suis appesanti sur la zone de Mopti, mais en réalité, le centre, c'est aussi, ça commence à être beaucoup Ségou. Et donc, j'ai fait une enquête rapide à Ségou pour voir, après la décentralisation, comment les structures qui avaient été mises en place survivent et quel type de prestations elles fournissent aux populations dans ce contexte si particulier. Et je dois dire que j'ai été surpris parce que c'est vrai que ces zones-là tournent au ralenti, mais il y a un énorme effort des chefs de village, par exemple, pour assurer l'interface entre les djihadistes, entre les chasseurs et les populations. Par exemple, quand les djihadistes veulent s'implanter dans une zone, ils passent parfois par les autorités villageoises, etc., pour dire, bon, il ne faut pas que les gens paniquent. Les chasseurs aussi, s'ils veulent avoir un minimum de lien avec les villages, ils passent par les chefs de village. Et le maire est devenu, le maire qui était coincé entre les préfets, sous-préfets et les populations, et donc qui avait une perception assez peu favorable, n'est-ce pas, commence à avoir de la légitimité dans certains endroits parce qu'il est l'interface
face obligée avec les nouvelles présences, je dirais, comme celle des djihadistes et des chasseurs. C'est aussi lui qui répare les pompes endommagées, qui intervient quand il y a une crise vivrière, il intervient auprès des ONG, etc. Donc c'est un acteur, à mon avis, qui est devenu plus essentiel qu'avant, parce qu'il y avait d'autres autorités, il y avait l'administration classique qui était présente plus fortement. Alors, je vais conclure parce que nous n'avons pas de temps. Je pense que l'absence de l'État, et comme l'a dit la collègue qui m'a précédé, a montré que l'État, que les pratiques de l'État sont en décalage avec les aspirations des citoyens. Maintenant, tout le monde a compris que les eaux et forêts rançonnaient les populations plus qu'elles ne protégeaient les ressources naturelles. Tout le monde a compris que la justice se soucie peu des pauvres et tout le monde a compris que l'administration, y compris décentralisée, l'école, la santé et l'hydraulique, connaissent beaucoup de ratés et que l'administration n'arrive pas à régler les problèmes qui sont liés à ces services, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de dire, pour conclure, qu'il est attendu un retour de l'État, n'est-ce pas? L'État n'est pas performant à travers son offre de services publics, mais l'État est attendu parce que je pense que par-delà colonie et post-colonie, en fait, l'État, même très anciennement, l'État est là. Et lorsqu'on parle, par exemple, d'autorité locale, il faut voir tout ça en rapport avec l'État. C'est-à-dire qu'un chef de village, un maire, etc., il n'a jamais agi seul. Il n'a jamais été le seul corps légitime, disons, par rapport aux populations. Il est à chaque fois en tandem avec des structures de l'État. Donc, il est habitué à la présence de ces gens-là, même si on fait une enquête serrée au niveau d'un village, les autorités traditionnelles n'ont pas grand-chose à voir avec l'État en réalité. En tout cas, au niveau des prestations qu'ils rendent, etc., etc. Ils ne sont pas en connexion harmonieuse avec ce qu'attend l'État d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont leur monde à eux et les rapports entre les autorités villageoises et l'État sont des rapports complexes. Il faudrait beaucoup de temps pour les décrire. Donc, ensuite, la deuxième idée, c'est que vivre aux marges de l'État est aussi une pratique très ancienne. Il y a des populations qui préfèrent vivre aux marges de l'État parce qu'en réalité, l'État ne les gère pas. Les ressources naturelles, l'élevage sont dans notre pays ne sont pas vraiment gérées. C'est reconnu comme des ressources économiques, mais c'est des ressources économiques qu'on peut ne pas gérer. C'est-à-dire que l'État aurait souhaité que les nomades deviennent sédentaires, etc. Des modèles vraiment économiques plus classiques et plus en rapport avec l'histoire peut-être des principaux empires, n'est-ce pas? Les principaux empires, c'était quand même des empires agriculteurs, même si le grand État de Gao fait exception, etc. Dans la vision que les gens ont de ça, même si elle est fausse, c'était quand même des États agriculteurs. Ce qui est faux historiquement. Mais l'État, en fait, tient de cette idéologie et perpétue cette tradition. Voilà. Donc, j'ai tout à fait conscience que le temps ne permet pas de dire quelque chose de très intéressant. Mais peut-être ai-je, ici ou là, indiqué quelques pistes de réflexion. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci pour votre intervention. Plus nous avançons, plus
plus on s'aperçoit que les panélistes insistent sur ce besoin d'État qui se ferait jour dans toutes les populations, et en même temps, plus se désagrège cette notion d'État, se désagrègent les demandes, se désagrègent les attentes, se désagrègent les représentations. On a l'impression qu'il y a de moins en moins de solidité, à la fois dans les structures institutionnelles, mais aussi dans les structures de la société elle-même, avec une multitude de concurrences, pour reprendre l'expression de Moussasso, avec des activités à la fois alternatives et supplétives, et on pourrait rajouter concurrentielles, qui se multiplient sur les attentes, sur les demandes, sur les acteurs. Et finalement, on a une impression d'une organisation qui est totalement déstructurée, à géométrie variable, comme le disait un auteur il y a très longtemps. On va voir avec M. Ibrahim Yahya, tout de suite, de International Crisis Group, une de ces formes concurrentes ou alternatives potentielles de domination à travers les forces religieuses, mais manifestement, ce n'est qu'une des formes possibles parmi de nombreuses formes. Je vous donne la parole tout de suite, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Et effectivement, dans les 12 minutes qui sont spécifiées à cette communication, je parlerai surtout de ces acteurs qui sont considérés aujourd'hui comme des acteurs concurrents vis-à-vis de l'État en termes de sa légitimité d'action. Donc, je parlerai, de la montée en puissance des acteurs religieux. Je parlerai de comment expliquer cette montée en puissance, qu'est-ce qui fonde la légitimité de ces acteurs-là. Et je finirai par tirer des conclusions, des recommandations sur comment est-ce qu'on peut intervenir dans ce contexte assez dominé par ces acteurs-là. Pour tous d'entre vous qui s'intéressent aux questions sociales et politiques au Sahel, il y a quand même un phénomène qui crève les yeux. C'est celui de la montée en puissance du discours religieux et l'omniprésence des symboles religieux et islamiques, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Et au cours du dernier quart de siècle, on a vu quand même une élite musulmane émergente, inspirée par des discours variés, qui poussent pour un agenda islamique dans cette sphère-là. En conséquence, la sphère religieuse et la sphère publique est devenue de plus en plus confessionnelle. La légitimité de l'ordre social et politique, qui jadis reposait en grande partie sur des valeurs universelles laïques, tend aujourd'hui à être progressivement remise en cause au bénéfice d'une nouvelle forme de légitimité qui est fondée sur la conformité avec la doctrine, à la doctrine islamique. Et les acteurs religieux et les revendications qui ont un caractère religieux ont tendance à mobiliser les masses beaucoup plus que d'autres acteurs et d'autres types de revendications. Cependant, il y a quand même, s'il est clair qu'il y a une volonté chez les activistes musulmans de promouvoir un agenda islamique et des valeurs islamiques dans la sphère religieuse, il est tout aussi clair que ceux-ci ne s'accordent pas sur une vision commune de la société musulmane idéale, ni sur les moyens appropriés pour parvenir à cet idéal des sociétés. Si on analyse la nature de leur engagement, ces activistes pourraient être schématiquement catégorisés en 3 types d'acteurs. On a les acteurs que l'on pourrait appeler les piétistes, et ceux-ci sont surtout les oulémas qui rechignent à prendre une part active dans les actions politiques ou à contester les décisions gouvernementales. Ils sont en général cooptés par les politiciens et leur rôle se limite plutôt à un rôle de lobbyiste et d'influenceurs. Ceux-ci constituent la majorité silencieuse des oulémas et des leaders religieux dans la région du Sahel. À part eux, le deuxième type d'acteurs, c'est ce qu'on pourrait appeler les islamistes. Et là, il s'agit des acteurs religieux qui aspirent à participer dans le jeu politique, soit en créant des partis politiques pour participer aux élections démocratiques, comme il en est le cas avec le parti Tawassoul ou comme il en est le cas avec les acteurs de l'université de Niamey qui a
qui se portent candidats aux élections présidentielles cette année, Bourema Abdouloda, ou bien des acteurs qui s'engagent dans des actions de mobilisation des masses visant à contester les décisions politiques ou même les décideurs politiques en place. Le troisième type d'acteurs, ce sont les acteurs djihadistes, qui sont des révolutionnaires, qui rejettent l'ordre établi, les systèmes politiques en place dans ces pays-là, et les frontières des États, et qui veulent remplacer tout ça avec un autre système politique islamique inspiré d'une certaine interprétation de la charia, une interprétation particulière. Alors, au-delà de ces activistes islamiques, les acteurs religieux investissent aussi de plus en plus le domaine du développement. Des ONG islamiques, aussi bien locales qu'internationales, prolifèrent dans la région. Au fil de ces 2 dernières décennies, celle-ci a diversifié leurs actions et ont tendance à se professionnaliser davantage. Elles associent activités de prosélytisme, y compris construction de mosquées, distribution de Coran, et elles associent ce type d'activités-là à des investissements dans les micro-projets, des aides d'urgence, la prise en charge des orphelins, l'éducation scolaire, la modernisation des écoles coraniques. D'ailleurs, cette approche qui vise à harmoniser l'aspect spirituel aux besoins matériels des populations est souvent très bien appréciée de leur clientèle. Leur discours jouit d'une certaine proximité culturelle avec les valeurs des normes sociales locales que les autres ONG n'ont pas, comparativement, je pourrais dire. Alors, et ça m'amène au deuxième point que je voudrais développer dans le cadre de cette communication. Comment expliquer cette montée en puissance et qu'est-ce qui fonde la légitimité de ces acteurs qui sont en pleine évolution, en pleine effervescence dans la zone. Et là, je vais parler de 2 types. Je vais faire 2 points. Le premier est l'islamisation plus poussée de la société. On dirait même une réislamisation de la société. Et en deuxième point, je parlerai du recul du discours laïcisant et une perte croissante de la légitimité chez les élites dites occidentalisées. Concernant le premier point, depuis l'avènement de la démocratie, il y a 30 ans, dans cette zone, et profitant de la libéralisation du champ politique que celle-ci a entraîné, les leaders religieux ont redoublé d'ardeur pour faire passer leur discours, le discours islamique sur la scène. D'abord à travers la création des madrasas, sur les écoles coraniques un peu améliorées, qui tendent aujourd'hui à devenir de plus en plus de véritables centres de formation religieuse, très prisés par les femmes d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, disons, à la fin des années 1990, ils ont profité aussi de la prolifération des radios publiques, autant publiques que privées, des radios communautaires, pour véhiculer ce discours aussi de la télévision. Plus récemment, le développement des réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp, leur a quand même donné aussi un moyen de pousser leur message. Je crois qu'ils sont un des acteurs qui a le mieux profité de cette révolution technologique dans la zone. Alors, ce prosélytisme excessif a eu un impact remarquable en ce sens qu'il a déclenché le processus de transformation de la culture locale. Les opinions aujourd'hui tendent à devenir plus conservatrices, les normes et valeurs locales évoluent vers plus de conformité avec une interprétation rigoureuse de l'islam, en particulier telle que prescrite par la doctrine salafiste, de plus en plus d'enquêtes qui ont lieu dans la zone, que ce soit par Pew, par Afrobaromètre, par d'autres acteurs, montrent quand même ces changements fondamentaux de culture et de normes culturelles dans la zone. Je voudrais donner juste un exemple. Au Niger, par exemple, 92% de la population disent que la religion joue un rôle important dans leur vie. Au Mali et au Sénégal, 83% et 86% de la population
respectivement déclarent pratiquer faire les pratiques religieuses régulièrement, plus d'une fois par jour. 4 musulmans sur 5 au Mali disent qu'ils prient les 5 prières quotidiennes. Les gens soutiennent de plus en plus l'idée de la charia, même si cela pourrait horrifier certains, mais quand même, selon une enquête de Pew World, de Pew World Muslim, de Pew World, sur la religion, la politique et la société, le soutien populaire à la charia en tant que loi officielle s'élève à 90% au Niger, 63% au Mali et 55% au Sénégal. Alors là, ça, ce sont des questions, soutenez-vous la charia ou pas? Évidemment, les musulmans disent oui, mais quand on vient à la définition de ce que c'est que la charia, les opinions divergent. Mais l'idée, quand même, elle n'est pas nécessairement anodine aux yeux de cette population. Il faut inscrire tout ça là au compte de ce changement fondamental qui est en train de s'opérer dans la zone et qui va dans le sens d'un plus grand conservatisme au sein de la communauté. Alors, ces changements, cette montée en puissance du prosélytisme a coïncidé avec la déchéance de l'idéologie laïque, aussi bien celle de gauche que de droite, qui ne mobilise plus grand monde aujourd'hui. Même si le campus universitaire, où le discours gauchiste avait tendance à prédominer avant, aujourd'hui, on note un déclin de ce type de discours, de ces discours-là laïques, au profit d'une croissance notable du discours islamique. Par conséquent, le discours religieux se développe sans véritable contre-discours un peu partout dans la région. En plus, les élites occidentalisées ou dites occidentalisées perdent de plus en plus de leur légitimité, puisqu'ils ont été à la tête de ces pays depuis l'indépendance. Ils sont tenus responsables des échecs des politiques publiques et de la gouvernance, et donc perçus comme corrompus. Ces élites laïques, en général, perdent la confiance des populations au profit des leaders religieux qui eux jouissent d'une certaine virginité et de renouveau, et qui incarnent un peu le renouveau politique. Et les partenaires extérieurs, parfois, jouent aussi une part dans cette part de confiance et de légitimité des élites. Certaines réformes engagées par les États, avec le soutien des partenaires internationaux, telles que celles liées au respect des minorités LGBT, l'éducation sexuelle, le code de la famille, sont perçues comme des tentatives d'imposer une culture occidentale aux sociétés sahéliennes. Et cela crée une sorte d'anxiété et un sentiment de vulnérabilité croissante au sein de ces communautés-là concernant l'identité et la culture islamique au niveau local. Et ça crée des tensions. Et donc, il y a un hiatus. Au final, on a comme un État qui, sous l'influence des pouvoirs internationaux, essaie d'imposer des réformes sociales, libérales parfois, alors que la société, sous l'emprise des acteurs religieux, devient de plus en plus conservatrice. Et donc ça, c'est quelque chose quand même qu'il va falloir prendre en compte dans les recommandations auxquelles je viens directement. Je crois qu'il faut que les États et leurs partenaires prennent conscience de ce changement culturel en cours au sein de ces sociétés-là, et surtout prendre en compte ces changements dans l'élaboration des politiques publiques. Il faut éviter de s'engager dans des réformes qui apparaissent insensibles aux valeurs culturelles locales et qui décrédibilisent davantage l'État aux yeux d'une grande majorité de la population. Bref, il faut que les États cessent d'apparaître comme des États étrangers. Il faut aussi que les partenaires prennent en compte ces sensibilités culturelles dans l'élaboration des projets visant à promouvoir un changement de comportement. Deuxième chose, pour amorcer son retour, l'État pourrait même s'approprier certaines réformes qui sont assez populaires aux yeux des communautés locales, telles que la promotion des écoles franco-arabes, la valorisation du rôle des cadis, dont a parlé hier M. Anatif, etc. Celle-ci pourrait booster l'image de cet État-là et attirer plus d'adhésion aux écoles et à la justice étatique si elle opère ce type de réformes. Il y a aussi enfin la nécessité de réguler la sphère religieuse. Il faut que les États investissent la sphère religieuse, essayer de la réguler et même de l'orienter. Éviter de laisser le domaine religieux aux seuls acteurs
religieux. Je crois que les États ont des approches différentes, mais de ce point de vue-là, tous ont intérêt quand même à faire plus pour s'approprier cette sphère-là. Je m'arrête là et content de répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on va pouvoir passer aux questions, je pense, maintenant. Donc, il y a un grand nombre de questions. Peut-être qu'on pourrait commencer avec une question que je vais essayer de faire un peu provocante en regardant un petit peu les différentes questions qui ont été posées et puis en essayant de synthétiser les interventions. Comment est-il possible de renforcer un État dont on ne sait pas de quoi il est fait ou de quoi il est le nom? On n'a pas arrêté pendant toute cette présentation de dire qu'à la fois on avait des populations qui revendiquaient plus d'État, qui exprimaient des besoins d'État, tout en disant que ces populations étaient éclatées et les questions qui sont posées nous ramènent à ça. On a des gens qui sont… on a la dichotomie urbain-rural qui a été utilisée. On n'a pas les mêmes demandes, on n'a pas les mêmes attentes. On a les différences entre les cadets sociaux et les aînés, les groupes de jeunes, de femmes et les groupes d'hommes en position de pouvoir. On a les oppositions entre les zones isolées et les zones contrôlées. Donc, on a une multitude de groupes qui expriment des attentes radicalement différentes vis-à-vis d'un État qu'ils définissent de manière radicalement différente. Soit ce sont des formes alternatives de domination dont on a vu l'émergence apparaître, par exemple religieuses, autorités traditionnelles ou autres, mais on voit aussi comment ces formes religieuses et traditionnelles sont totalement imbriquées ou travaillent tout le temps avec les formes de la modernité. C'est des syncrétismes en réalité. Et on a une demande d'État qui peut se faire auprès d'un maire, auprès d'autorités traditionnelles, etc., etc. Et un État qui passe par des intermédiaires, qui fait que quand l'intermédiaire délivre le service, il le fait selon des normes qui ne sont pas les normes de l'État, mais des normes pratiques purement localisées. Donc, comment est-il possible d'exprimer un besoin d'État, alors qu'on a d'un côté des groupes qui expriment ce besoin et qui ne sont d'accord sur quasiment rien, et de l'autre côté un État qui est totalement démantelé, où on voit de dilution ou d'aspersion, etc. Voilà la question que je voudrais poser d'abord aux panélistes, en reprenant certaines questions qui sont déjà posées à côté. C'est une question simple, n'hésitez pas à y répondre tout de suite. Moussa, Dio, oui. Et je remercie Ibrahim. J'ai écouté certains collègues qui disaient, bon, l'État est concurrencé par le religieux, etc. Par le religieux, en réalité, il y a une massification de l'islam qui a préexisté, en fait, au déferlement djihadiste, je pense. Et, en fait, ça se neutralise plutôt. La sphère religieuse se neutralise, le djihadisme et l'islam classique se neutralisent. À l'intérieur de l'islam lui-même, il y a tellement d'obédience que l'État les instrumentalise. Donc, je pense que le religieux, l'offre en tout cas de service public du religieux n'est pas structurée. Et en tout cas, si les populations devaient demain être gérées par ce type de sphère, je pense qu'elles s'en tireraient encore moins qu'elles ne s'en tirent sous l'état actuel, avec lequel je suis sévère. Hein. Je pense que ça ne marche pas. Hein. Je suis de ceux qui pensent que ça ne marche pas et qu'il faut le réformer profondément s'il doit persister. Il y a cet élément. Ensuite, quand on parle d'autorité traditionnelle, je pense que là aussi on va un peu vite. Les légitimités traditionnelles ne sont pas elles qui dirigent les populations localement. Mon professeur Ibrahim Agha Youssouf a dit hier que dans un village, les statuts et les rôles sont si nombreux qu'en réalité, chacun est un acteur. Il n'y a pas une autorité qui surplombe les autres populations, mais je pense qu'il y a une dynamique. Le village, c'est une véritable dynamique. Plusieurs strates sociales
dont chacun a un rôle qui s'allie pour perpétuer. Je dis bien perpétuer parce que la notion de village, c'est une notion de permanence. Les ruralistes français ont beaucoup travaillé sur les villages et ils nous ont enseigné cela. Un village ne change pas en réalité. Vous voyez, un village est en quête de permanence, n'est-ce pas? Et c'est la même chose dans les pays africains. Nos villages ont des autorités difficiles même à décrire. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux d'anthropologues et tout ça sur le fonctionnement du village, mais ce n'est pas simple. Le vieil homme que je commence à être a découvert seulement récemment que les chefs de village, leur cours, en fait, avait une fonction essentiellement rituelle, c'est-à-dire que ils servaient à diriger les cérémonies avant les semailles, les cérémonies lors des récoltes, etc., et d'autres cérémonies rituelles plus secrètes, etc. C'est surtout ça. Leur rôle principal, ce n'est pas directement politique, n'est-ce pas? Mais c'est un rôle essentiel parce que c'est eux qui perpétuent l'identité et l'existence des villages. Ensuite, avec la décentralisation, il y a une nouvelle donne. Les maires n'existaient pas tellement. Ça existait dans les villes. Mais au niveau rural, les maires sont arrivés avec des prérogatives et tout ça n'a pas eu le temps de s'ajuster parce qu'en réalité, on a vécu à peu près une vingtaine d'années très expérimentales au niveau de la décentralisation. Donc, je pense que je vais pas monopoliser la parole. Je pense que ce sont des notions complexes qu'on simplifie parce qu'il faut communiquer, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je pense qu'il faut encore, justement parce que la situation a changé, il faut investir le monde rural, comme l'a dit M. Darbo, mais aussi les villes. Il faut vraiment les investir en termes de recherche, vraiment, parce que je pense qu'il y a des processus nouveaux qui émergent, il y a des nouvelles dynamiques, etc., que nous connaissons très, très mal parce que nous travaillons sur nos acquis. Voilà. Et je pense qu'il y a eu de véritables révolutions. Voilà. Merci, M. Sto. Je vous trouve un peu la parole pour voir si quelqu'un dans le panel veut aussi participer à la réponse. Oui, Virginie? Oui. En fait, je pense que vraiment, c'est beaucoup de différences géographiques, communautaires dans les modes de gestion, liées au mode de vie, dont on parlait hier, Charles Grémont et Igor Plout. En fait, c'est vraiment très difficile aussi de trop généraliser parce que les situations sont très différentes. Les services sont très présents, sont présents dans les zones urbaines, mais le sont très peu ou sont absents de certaines zones rurales. Il y a à cause des attaques ou des ponts détruits par des groupes armés, il y a des populations qui sont vraiment très isolées, enclavées, qui sont à la merci des groupes djihadistes, et dont les autorités ont fui et où les services ne sont plus assurés. Donc, et les populations vont se plaindre de choses très concrètes, c'est-à-dire, par exemple, le château d'eau qui ne suffit plus à fournir l'eau à la population du village. Alors, c'est encore aggravé si il y a des populations déplacées dans les villages. Ils vont se plaindre de l'état des routes, ils vont se plaindre du manque de sécurité. Donc, ils vont prendre, pour s'adapter, on peut avoir une création d'une brigade d'autodéfense ou d'un groupe de jeunes qui va assurer la sécurité du village. Alors, en fait, les communautés, elles vont quand même s'adapter pour répondre aux menaces. En fait, elles réclament quand même qu'il y ait des services publics qui soient assurés, mais en fait, tout dépend aussi de ce qui existe ou pas dans chaque localité. Donc, c'est vraiment aussi très différencié en fonction des modes de vie. Un autre intervenant, éventuellement? Oui, Antoine, pardon. Donc, oui, ce qu'on a observé dans les régions qu'on a étudiées, c'est que l'État a pris une importance pour certaines fonctions. Donc, traditionnellement, l'État avait dans les régions étudiées une importance assez faible, mais il a acquis donc une certaine importance. On l'a vu au Népal pour ce qui était l'accès à la propriété qui était traditionnellement interdit pour certaines ethnies, donc dans la vallée du Swat. Donc l'État s'est mis à être
et acquis une position d'arbitre, par exemple, concernant cette fonction, ou alors au Népal, où l'État a pris une certaine importance pour ce qui était des aides contre les inondations, ou alors il a également acquis une certaine importance au Terrail pour ce qui était l'accès à la citoyenneté. Donc, c'est des fonctions qui se sont mis, donc on l'a dit dans la présentation, à cristalliser donc les oppositions qu'il y avait entre les différents groupes sociaux qui préexistaient dans la société. Mais c'est vrai que dans ces États qui étaient relativement faibles, même si les populations attendent donc que l'État agisse pour différents services, au final, dans la façon où ils vont juger l'État, ils vont se concentrer sur quelques fonctions qui vont donc symboliser les oppositions qui vont exister dans ces sociétés. Donc les services dans ces sociétés qui sont donc très clientélistes vont symboliser donc les équilibres politiques, et donc l'accès aux services va être donc un sujet de représentation des différents groupes sociaux, plus qu'une volonté d'avoir des services donc performants. Merci. S'il n'y a plus de prise de parole, on peut passer éventuellement à une autre question. Oui. Alors, peut-être une autre question, puisque pour essayer de reprendre, de synthétiser certaines des questions ici, certaines questions nous disent qu'en fait, ce qui est attendu de l'État, ça serait plutôt de s'engager dans la lutte contre la corruption, le détournement, de renforcer sa capacité à imposer la justice, à imposer un système de loi unique significatif, etc. Donc, en fait, on revient à cette question de fonction. Est-ce que le fait qu'un État soit amené à remplir un certain nombre de fonctions de base, on va dire quasiment des fonctions régaliennes, en gros assurer l'ordre, assurer la justice et assurer peut-être la sécurité, seraient les conditions de renforcement de la légitimité de l'État. En d'autres termes, on reviendrait à un État complètement réduit à ses fonctions les plus j'allais dire primitives, au sens des premières fonctions que revendique un État en construction, une entreprise étatique en construction ou de domination en construction. Est-ce que ce serait pour vous, dans ce type d'État différencié, éclaté, aux attentes différentes, avec un système de pluralisme normatif, etc., où il n'y a pas d'accord sur un grand nombre de choses, est-ce que ça serait une condition de renforcement de la légitimité de l'État ? Je vais bien essayer de répondre à cette question, si vous voulez bien. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que les fonctions régaliennes prenaient une certaine importance essentiellement dans les États qui sont tombés, donc, comme en Afghanistan, où les populations se mettent à se concentrer essentiellement donc sur les fonctions de base comme la sécurité et la justice. Mais dans les pays qu'on a étudiés, dans les autres pays, parce que c'est vrai que l'Afghanistan c'est aussi partie des études de CLRC, mais par exemple dans les 3 cas d'études qu'on a abordés, où l'État n'était pas tombé, était toujours existant, ces fonctions régaliennes ont acquis une importance moindre dans les revendications des gens. Et donc, comme je vous l'ai dit, les revendications, elles sont essentiellement portées sur des fonctions qui traduisaient donc les équilibres politiques. Oui. D'autres réponses? Moussa? Oui. Moussa? Oui. C'est quand même, ça ne marche pas. C'est bon. C'est d'être le bâtisseur de la démocratie en Afrique. Moi, je pense que ça, c'est une fonction extrêmement importante parce que ça permet d'unifier les structures sociales africaines qui sont trop disparates, etc. Je pense que
instaurer des États de droit qui ressemblent beaucoup aux États européens, mais avec leurs particularités, je pense, liées à leur histoire, je pense que c'est extrêmement important si on veut que ces sociétés-là survivent et se développent. Donc, je pense qu'il ne faut pas renoncer à cet objectif. Bien sûr, il y a d'autres fonctions, comme la sécurité, tout le monde le dit, mais comme je le dis à des gens avec lesquels je discute, la sécurité, si on ne fait pas attention, c'est dangereux parce que les populations pensent que la sécurité, c'est les forces armées qui peuvent l'assurer et que les politiques et tout ça, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Je pense que ça, c'est extrêmement dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a une demande de sécurité. La demande d'État, c'est une demande de sécurité avant tout. Sinon, en termes de services publics, je pense que l'État a connu beaucoup d'échecs. Les réformes, les projets de développement et tout ça, par exemple, si on prend la région de Mopti, les projets de développement ont été catastrophiques pour le développement de la région. Bon, je m'arrête là. Ali? Je pense que plus les gens veulent de la protection de l'État et de la justice, c'est une chose universelle, mais je pense que le débat qui se passe maintenant au Mali, et on voit ça aussi à Pakistan et en Afghanistan, c'est la forme de l'État. Et qu'est-ce que c'est la forme de l'État qui peut amener la sécurité et la justice qui marche pour les gens. Pardon, je crois que Virginie voulait prendre la parole. Oui, non, je voulais dire qu'il y avait quand même un contournement qui était très ancien de l'État. En fait, même avec tous les projets de développement, ça fait quand même longtemps qu'on peut parler même d'évitement de l'État dans certains cas. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même un besoin de protection des populations. Donc, si l'État n'assure pas la protection, ils vont trouver des moyens de se protéger. Mais on retrouve aussi cela dans la santé ou dans l'éducation. Hein. Il y a aussi des populations qui vont rémunérer des instituteurs. Il y a aussi des infirmiers qui vont tenir un centre de santé dans un village et qui vont assumer des fonctions qui sont bien au-delà de leurs compétences techniques. Enfin, en fait, qui prennent vraiment des mesures pour tenir un rôle que l'État n'assure pas. Donc, il y a aussi des dimensions vraiment très concrètes. Je pense qu'on peut regarder aussi comme des sites d'institutionnalisation de l'État, mais très concrètement, il y a des services qui sont indispensables, évidemment. C'est l'eau, c'est la justice, c'est la santé et l'éducation. Et après, quand nous, on pose la question sur les politiques prioritaires, c'est la lutte contre l'impunité, c'est la lutte contre la corruption, etc., qui arrive aussi en tête des préoccupations. Avant, la lutte contre le terrorisme, et donc il y a aussi un besoin d'amélioration des conditions de vie quotidienne des populations. Merci. S'il n'y a plus de contribution des panélistes, s'il n'y en a pas, je vais... Dominique, peut-être qu'il y avait une question pratique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à la manière dont notamment le CIPRI, par exemple, recueille des données sur le terrain. Est-ce qu'on peut juste avoir un petit mot là-dessus? Notamment, il y avait des questions sur comment on fait pour recevoir des réponses dans des contextes souvent difficiles où les gens ont du mal à s'exprimer sur tout ce qui reflète une critique des autorités. Oui. Peut-être pour Virginie et puis l'équipe SLRC. Oui, et aussi pour Moussa. Oui, si je peux me permettre juste avant, je voudrais revenir sur la question sur les formes de l'État parce qu'il y a une question là qui vient d'arriver et comme ça va permettre de partir après sur les méthodologies. Donc on a un commentaire de Gilles Holder qui nous dit que Limandico en 2010 expliquait que l'État était comme un aéroport. Il s'occupe de la sécurité des passeports et des visas, pour le reste c'est nous qui nous en occupons. Donc, est-ce que, si on parle de la forme de l'État, est-ce qu'un État légitime, ce serait un État qui, effectivement, serait réduit à ses fonctions en revient régalienne de base, sécurité, justice, et qui, par ailleurs, se différencierait en déléguant l'essentiel des autres fonctions à des formes alternatives ou supplétives, pour reprendre les expressions de Moussasso, de gestion?
Ça n'a pas l'air de vous... Oui, Moussasso. Oui, bon, j'ai lu cette réflexion de Gilles Holder, bon, qui continue, hein, même actuellement, sous cette transition, les religieux jouent un rôle important et veulent continuer à jouer un rôle important. C'est-à-dire qu'il y a la massification de l'islam dans nos pays et les religieux veulent être partie prenante du pouvoir, c'est-à-dire ils investissent l'espace non seulement public, mais l'espace politique. Par exemple, lors des élections, c'est vrai, comme le disait Ibrahim, ils sont très importants dans la société civile. Mais nous n'avons pas d'expérience de pouvoir religieux contemporain. Il y a eu la DINA, il y a eu d'autres formes, de l'État avec des connotations religieuses. Mais depuis un certain temps, nous n'avons pas d'expérience vraiment probante. Mais Gilles a raison, les populations ont une grande attente vis-à-vis d'une forme où la religion musulmane occuperait une place extrêmement importante. Voilà. Mais les institutions en place, les législations en place jurent avec cela si c'est une aspiration. Moi, je pense que la forme d'État qui conviendrait, c'est la forme issue de l'histoire. L'histoire, c'est non seulement les grands empires anciens, mais c'est la colonisation, c'est l'œuvre coloniale, mais c'est aussi 60 ans d'indépendance. Moi, je ne vois pas pourquoi on jetterait tout ça avec l'eau du bain. Je pense que la perspective de la construction d'un État démocratique adapté aux réalités africaines ou d'ailleurs, adapté en fait à ce que les acteurs sauront en faire, extrêmement, et la forme qui a ma préférence, mais c'est subjectif, c'est pas, je veux dire qu'aucune recherche ne pourra vous dire qu'au bout du compte, voilà le type d'État qu'il faut. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aussi au Mali qui pensent qu'il faut revenir à la charte de Kouroukan-Fougan, c'est-à-dire à l'État, mais à l'État qu'ils pensent avoir été. Et ça, c'est à discuter. Je ne suis pas sûr que cet État a été, c'est un fantasme, mais je n'oserais pas le dire devant tous les publics. Non, c'est pour dire que la forme de l'État est très débattue en ce moment. Il n'y a pas une forme qui émerge. Il y a beaucoup d'avis sur la question, ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a une crise de l'État, hein, puisqu'on n'arrive pas à nous entendre sur un minimum, un référentiel minimum concernant l'État et sa construction dans nos pays. Voilà. Pardon, merci beaucoup. Avant de passer aux questions de méthodologie, est-ce qu'il y a d'autres contributions éventuellement? Non? Non? Donc, sur les questions de méthodologie, comment donc fait-on pour enquêter sur la longue durée dans des contextes compliqués, à la fois en termes de liberté de parole, mais aussi en termes de suivi des cohortes et de leur représentativité, quoi, en fait, hein. Pardon, la question est à la fois pour Alif, Antoine et Virginie pour commencer, et Ibrahim aussi, hein, parce qu'il y en a aussi. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire ces types d'enquêtes dans les régions qui ont souffert du conflit. En Pakistan, nous avons trouvé que beaucoup des interlocuteurs ont pensé que nous étions des espions pour l'État pakistan. Donc, c'était très difficile d'avoir des avis critiques. Mais avec la recherche qualitative, la stratégie de demander aux gens pour une histoire de leurs expériences de l'État, ça a nous aidé à ouvrir
l'espace pour parler un peu librement. Avec l'enquête, c'était représentatif au niveau subnational, nationaux. Et les questions sur l'État, on a posé des questions sur les choses comme les élections, la confiance à la police, la justice. Donc, c'est possible que les gens qui ne soutiennent pas l'État pakistanais ou népalien ne répondent pas honnêtement à ces questions, mais c'est toujours des défis que nous avons avec ces genres d'enquête. Oui, Ibrahim, pardon, oui. Alors, moi, ma connexion s'est interrompue lorsqu'on a posé la question sur Tico. J'aimerais bien répondre là-dessus si c'est toujours possible. Pardon. On va finir le tour sur la méthodologie avec Virginie, Antoine et Antoine notamment. Et ensuite, on revient à la question. D'accord? Ok, d'accord. Voilà. Virginie, vous voulez ou Antoine, comme vous voulez. Oui, très bien. Donc, oui, c'est toute la difficulté aussi de faire la recherche aujourd'hui dans les contextes d'insécurité avec des questions qui sont souvent difficiles à poser. En fait, nous, on a donc un échantillon pour ce projet particulier avec l'Union européenne. On a un échantillon de 1800 ménages qu'on interroge tous les 3 mois sur les mêmes personnes, donc depuis 3 ans. On enquête dans 60 communes et 120 villages. On a à peu près 400 questions qui sont posées chaque 3 mois. Évidemment, donc on pose des questions différemment pour arriver toujours à avoir le plus d'objectivité possible, même si c'est très difficile et on sait très bien ce que sont les enquêtes quantitatives. Et donc, on complète aussi ces enquêtes quantitatives par des enquêtes qualitatives. On a beaucoup de groupes de discussion avec des femmes, des jeunes, des différents groupes sociaux, et on a aussi eu des enquêtes sur les autorités traditionnelles pour approfondir, pour aussi avoir le retour des autorités traditionnelles par rapport à ce que nous disent les populations, parce que la perception des populations des autorités traditionnelles, etc. Donc on a quand même un certain nombre d'enquêtes maintenant, mais évidemment il y a toujours les biais à répondre avec le plus d'honnêteté possible en fonction de la proximité, des acteurs. Mais je pense que quand même, en posant différemment plusieurs types de questions, et puis aussi on a des enquêteurs dans les régions qui sont aussi originaires des localités, qui parlent les langues locales. Donc c'est aussi très important d'avoir un très bon réseau d'enquêteurs sur place. D'autres interventions sur ce point méthodo? Non? Vous avez plusieurs questions qui sont des demandes de communication, des méthodes. C'est vrai que c'est assez intriguant, hein, ces méthodes dans ces contextes particuliers, notamment quand on sait les risques de biais. Pardon, Moussasso, si vous voulez bien. Sur les questions méthodologiques, il y a eu 2 colloques à Bamako, je pense, l'année dernière, et elles s'interrogeaient, les colloques s'interrogeaient sur comment faire une enquête sociologique, anthropologique, sérieuse dans les conditions de terrain actuelles. Et je pense que nous avons été confrontés à ça avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. D'abord, il y a des zones inaccessibles. Hein? Je pense que même pour moi, il y a peut-être des zones inaccessibles. Il y a beaucoup de situations d'enquête qui font que collecter des données devient très, très difficile et tout. C'est pour ça, je pense qu'il faut renouveler un peu nos sources et nos méthodes. Il faut s'adapter aux situations concrètes qui prévalent sur le terrain. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'invite quand même
à cette réflexion-là. Ce qui nous a été présenté, je pense que c'était excellent parce que c'est quantitatif et qualitatif, avec une réflexion théorique autour de tout ça. Mais je pense il faut aller beaucoup plus loin sur la base justement des résultats que vous obtenez, que vous avez obtenus et que vous obtiendrez puisque vous avez des équipes sur place. Je pense qu'il faut tenir compte du fait que les choses ont bougé, hein, et il faut s'adapter par rapport à ça. Je ne parle pas en l'air, hein, j'ai souffert sur le terrain avec des collègues et des gens avec lesquels. C'est très difficile de collecter de l'information d'une part, ensuite la trianguler. Les questionnaires, je ne sais pas, je n'ai pas pratiqué officiel cela, mais je pense qu'il y a des difficultés, même à passer un questionnaire. Je ne veux pas rester dans le scepticisme, je pense qu'on a appris beaucoup de choses de ces enquêtes-là, mais il faut continuer l'effort de réflexion pour vraiment faire remonter des informations intéressantes, parce que trianguler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur les impressions premières. Merci. Donc, s'il n'y a plus de commentaires sur la méthode, non? Non. Donc, je vais passer la parole à Ibrahim pour revenir sur la question liée au commentaire de Gilles Holder. Mais j'aimerais que le vous ne soit pas réservé aux autorités religieuses, mais à toutes les formes alternatives de socialisation. C'est-à-dire que la question, ça serait de dire, d'un côté, il y aurait l'État qui se concentrerait sur les questions de souveraineté, de base, et tout le reste serait rétrocédé à l'ensemble des autorités, qu'elles soient religieuses, communautaires, locales, etc., qui s'occuperaient de faire fonctionner l'État de manière décentralisée ou voire fédérale, etc. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Hein. J'espère que lorsque Dico disait ça à Gilles Holder, il avait le sourire au coin des lèvres. Parce qu'aujourd'hui, et c'est justement là-dessus qu'on attend Dico, et on n'a pas beaucoup de réponses sur comment est-ce qu'on peut aller de l'avant dans le problème de gouvernance qu'il a soulevé et toute cette mobilisation des masses qu'il a parrainé l'an passé. Aujourd'hui, beaucoup de questions se posent sur si on détruit, on construit aussi, quoi. Et quelles sont les propositions concrètes que l'imam met sur la table pour permettre au Mali d'évoluer de l'avant. Et de ce point de vue-là, on n'a pas vu beaucoup de suggestions, à part que je retourne à la mosquée, c'est ce que je sais faire de plus. Et c'est aussi quand je soulève la question de la légitimité de ces acteurs-là, c'est vrai qu'ils ont une légitimité qui est croissante, mais on n'a pas vu beaucoup de propositions concrètes de leur part sur comment est-ce qu'on peut gérer. Et je crois qu'ils jouent aussi un peu sur ces bénéfices de doute. Ils ont une virginité politique, ils n'ont pas géré directement jusque-là. Et donc, on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils vont gérer. À part le discours, on n'a pas vu des actes concrets. Et je crois, de ce point de vue-là, dire que l'État s'occupe de l'autre aspect, nous nous occupons des aspects de souveraineté, nous nous occupons de la politique locale et de sa mise en place. Je crois que c'est un peu à notre honneur. Je vais en profiter pour prolonger cette question avec deux questions qui ont été posées par le public, que je vais relier. Une question, quelles sont dans les contextes étudiés les perspectives réalistes d'appropriation par la participation à la décision, par exemple, par les populations des institutions sources potentielles de légitimité? Donc, c'est quelque chose de très concret. Quelles seraient donc les perspectives réalistes d'appropriation par la population des institutions au niveau local? Et il y a une autre question qui pose en plus la question des moyens financiers pour accompagner cette appropriation par les populations. En d'autres termes, comment faire pour que les populations s'approprient des institutions et donc, derrière, que ces institutions deviennent légitimes?
que vous auriez des idées concrètes Non, ça n'a pas l'air. Oui. Alors Antoine, oui, pardon. Antoine. J'ai pas forcément de propositions concrètes, mais juste des observations quant à ce qu'on a pu observer dans les pays. Généralement, donc si certains groupes sociaux ou ethnies se retrouvent exclus donc du règlement politique, ça trouve une justification dans donc les équilibres politiques et de vouloir développer des services inclusifs va potentiellement, dans ces situations, fragiliser la légitimité de l'État parce que la légitimité de l'État vient du fait que l'État privilégie donc des groupes dominants et donc va envoyer un signal clair donc à ces groupes en excluant d'autres. Donc je pense qu'il faut faire attention quand on veut parler de services inclusifs parce que ça déstabilise les équilibres politiques en jeu. Et donc je pense que c'est très difficile de préconiser des solutions concrètes. Ça demande déjà de très bien comprendre donc les équilibres politiques et ensuite de chercher donc des incitations à essayer de changer d'un mode de fonctionnement coercitif à un mode de fonctionnement plus cooptif de certains groupes sociaux. Et oui, si faut interpréter donc les violences ethniques qu'on observe dans beaucoup de pays comme une tentative de participer donc à ce règlement politique. Donc les chefs de parti des groupes dominés vont profiter avec un discours identitaire de ces inégalités pour essayer de participer donc à ce règlement politique. Donc l'usage de la force et de la violence vient comme une solution à ce manque de représentativité. Merci. Je crois que Virginie voulait intervenir. Oui, et juste pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine, justement, c'est qu'il y a aussi, par exemple, les groupes armés, les groupes religieux qui se nourrissent aussi des antagonismes entre communautés aujourd'hui on joue de ces antagonismes pour critiquer le manque d'inclusivité de l'État, etc. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais il y a aussi, par exemple, nous, on fait référence, les populations participent beaucoup avec les autorités traditionnelles, les autorités coutumières. Mais par contre, si on leur pose la question de savoir si elles participent, par exemple, à une discussion au niveau de la commune, c'est très, très faible. Et en fait, il y a certains maires qui vont donner la parole aux populations. Donc, on a inclus cette question dans nos questionnaires et de voir s'ils ont participé à un débat sur le budget, sur l'entretien d'une route, etc. Donc, ça aussi, ce sont des exemples qui sont assez concrets, qui permettent aussi d'inclure la communauté autour d'un service d'intérêt général et de quelque chose qui les concerne tous. Donc, ça peut aussi être des aspects très concrets au niveau local que les autorités locales peuvent mettre en place assez plus facilement, je dirais. Pas d'autres réactions des panélistes? Alors, je vais poser une autre question qui part de la base d'une question. Dominique, on va devoir rendre l'antenne. Normalement, c'était à 15h, mais je ne voulais pas vous couper la parole. Si vous voulez quand même finir votre propos. Non, je serai j'obéis à l'autorité. Je suis désolée. Je transfère mon allégeance à la légitimité institutionnelle. Voilà, oui, je suis désolée de finir un peu comme ça, brutalement, le panel. C'était vraiment très intéressant. Je voudrais remercier tous les panélistes qui ont vraiment beaucoup travaillé pour vous présenter ces travaux, dont beaucoup sont soit en cours, soit ont duré des années. Donc, vraiment, merci à eux. On va essayer de mettre en ligne sur la boîte qui se trouve dans le chat, tout en haut du chat,
plusieurs documents du CIPRI. On vous en a mis de SLRC. Et puis, bien sûr, si les autres intervenants souhaitent mettre des documents, faites-les moi parvenir. En vous reconnectant à cette session ultérieurement, vous pourrez toujours avoir accès à ce chat pendant un certain temps, pas très longtemps. Voilà, je vous annonce que le prochain panel commencera à 16h. Je voudrais encore remercier Dominique Darbon pour toutes ces questions et j'aurais bien voulu continuer à vous laisser les poser, mais malheureusement, on est pris par le temps. Merci encore au public et à tout à l'heure. Voilà. C'est coupé ?